Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Eh bien, merci d'être avec nous également, d'être là pour l'émission Demain la santé où nous décryptons les questions sanitaires dans leur sens élargi. En somme, nous vous proposons de faire un petit détour entre le préventif et le curatif, entre le care et le cure. Et hier, dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène, Michel Lussot proposait d'inventer de nouvelles cultures de la cohabitation. Ce matin, dans Agora Academy, la philosophe Joëlle Zask mettait en avant le rôle des places pour répondre aux problématiques que nous traversons avec l'Anthropocène, à la fois sociales, politiques et environnementales. Mais quelles peuvent être ces places ou ces formes de cohabitation ? Est-ce que ces places peuvent répondre aux enjeux de santé ? En fait, est-ce que le logement, l'habitat, peut répondre aux problématiques de soins, notamment face aux vulnérabilités qui s'accroissent dans nos sociétés occidentales ? Pour y répondre, nous accueillons Gizem Aksumer. Bonjour Gizem. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en urbanisme à l'Université des Beaux-Arts Mimar Sinan d'Istanbul et vous êtes actuellement chercheuse post-doctorante au sein du projet européen Coop, le logement collaboratif en ère de pandémie. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avant toute chose, le titre de votre projet de recherche parle d'habitat collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, je peux dire que c'est un habitat, un logement ou une manière d'habiter différemment, l'habitat participatif. Tout simplement, les gens se mettent ensemble et ils montent un groupe pour un projet d'habitat. Et ça peut être soit une coopérative, soit un copro. Mais l'idée, c'est que la présence des espaces mutualisés et des valeurs communes, surtout, qui sont discutées entre les initiateurs du projet. Et ce mouvement prend ses racines de différents mouvements dans chaque pays d'Europe. En Suède, par exemple, on peut dire que ce sont les seniors qui ont initié le mouvement d'habitat participatif. Mais en France, on peut suivre le mouvement des habitats participatifs jusqu'au mouvement des castors, des ouvriers. Donc on remonte en fait jusqu'aux années 50, ouais. Aux années d'après-guerre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous pouvez nous présenter ce qu'est le projet Coop, quels sont ses objets de recherche, ses missions et puis même les objectifs à plus long terme ? Oui, la question fondamentale de notre recherche est de savoir si, notamment en période de crise sociale comme celle du Covid-19, par exemple, les habitants des habitats participatifs peuvent être particulièrement résilients. Si l'on se souvient de ce que nous avons vécu socialement pendant le Covid-19, tout d'abord, il est apparu que nous étions confrontés à une grande crise du système de santé. Et deuxièmement, les personnes âgées, les personnes vivant seules ou les parents célibataires ou ceux vivant dans des conditions difficiles ont été isolés de la vie sociale pendant la période de confinement. Et troisièmement, une grande transformation économique a eu lieu. On a eu beaucoup de problèmes économiques, financiers dans chaque foyer. Et en fait, la recherche pose la question, dans une crise sociétale aussi complexe, l'habitat participatif axé sur l'entraide et la création d'espaces communs peut-il constituer une réponse en termes d'intégration sociale, de santé et d'accessibilité économique. Et donc, vous avez utilisé quelle méthode pour répondre à cette question qui, mine de rien, a l'air complexe ? Oui, notre projet repose sur une enquête de terrain, surtout approfondie, menée dans des différentes habitats participatifs en Autriche, en Finlande, en Espagne, en France et en Suède aussi. Mais elle ne se limite pas à cela. Parce qu'on a essayé d'établir des urban living labs dans 3 pays, Espagne, France et puis Suède. Et vous pouvez nous expliquer ce que font ces living labs, comment est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'ils font, eux, sur leur terrain ? Oui, c'est urban living lab ou on peut dire les laboratoires vivants urbains, on peut dire en français. Donc, ce sont des institutions ou des plateformes, on peut dire, où on peut mettre ensemble les professionnels, les habitants et puis les académiques ensemble et les élus, et les politiques, les hommes, les femmes et les hommes politiques aussi, pour discuter des problèmes
des problématiques sur l'habitat participatif et ils peuvent trouver des solutions tous ensemble. C'est une laboratoire où on peut co-créer quelque chose, quelques solutions. Donc à Lyon, on a établi un Urban Living Lab qui est aussi mené par l'association Urbamonde, qui est un des co-applicants de notre projet. Et l'objectif est aussi de répondre à... Est-ce que l'objectif est de répondre à des problématiques immobilières avec la crise immobilière, par exemple, ou... Oui, c'est trop lié avec la crise immobilière, mais quand même, c'était un peu au-delà de ça, parce qu'on a cherché aussi des solutions qui peuvent être abordées dans le domaine de santé, par exemple, et de l'intégration sociale, qui était beaucoup plus intéressant de discuter dans ce contexte des habitats participatifs. Et d'ailleurs, vous utilisez un terme pour analyser les questions de soins, c'est le terme de care. Alors plusieurs personnes y sont revenues dessus depuis le début de la semaine, mais on l'a assez peu écouté, il me semble, au micro de la radio. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste, ce concept de care, et comment vous en servez, vous l'intériorisez pour vos recherches? Dans les cercles des sciences sociales, une préoccupation majeure a émergé ces dernières années, connue sous le nom de crise de care ou crise de soins. Cette crise est le résultat de divers facteurs, on peut dire notamment le vieillissement de la population, les pressions accrues sur les parents pour travailler à temps plein et les risques environnementaux aussi. Et il est devenu évident que les gouvernements nationaux ou locaux, influencés par l'économisme financier mondialisé et le modèle de la ville mondiale, ont affaibli les systèmes d'entraide du bien-être social pour favoriser le développement économique. Donc c'est ça la crise du care, on peut dire. Donc en fait, nous voyons vraiment le problème de soins dans une perspective assez large. À ce point de vue, basé sur la dignité et le soin mutuel, et tant pour les êtres humains que pour toutes les créatures vivantes comme les animaux, les plantes ou non vivantes comme notre lieu d'habitat, notre logement. Être respecté simplement. En fait, on est à la fois sur quelque chose qui remplace ou qui essaye d'atténuer les diminutions d'un État-providence, en quelque sorte, qui était assez fort dans certains contextes, comme le contexte français, c'est ça ? Oui, ouais. Oui. Est-ce que, alors pourquoi entreprendre une recherche sur la santé dans un contexte qui est mine de rien à distance des lieux habituels de santé comme les institutions de soins, les institutions médico-sociales? Vous l'abordez par l'habitat. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Nous savons que la crise sanitaire ne se limite pas à l'insuffisance des institutions auxquelles nous avons accès uniquement en cas de maladie. En réalité, nous pensons à la crise sanitaire en conjonction avec la crise environnementale, avec la crise dans laquelle le welfare state est entré et la crise de soins que j'ai brièvement mentionnée plus tôt. En effet, les liens rompus avec la nature, les autres êtres vivants avec lesquels nous cohabitons nous isolent de plus en plus chaque jour, et nous obligeant à recourir à une institution médicale, même pour les plus petits problèmes de santé. Plus nous nous isolons, plus la pression de la vie néolibérale, on dit, exigeant plus de travail, plus de production augmente, et moins nous avons la possibilité de prendre soin les uns des autres. Et est-ce que vous avez des exemples de ça, par exemple ? Oui, par exemple, parlons des limitations physiques croissantes liées au vieillissement, par exemple, des problèmes qui pourraient être résolus avec une aide mutuelle mineure ou avec la conception de l'espace de vie adapté à l'âge. Ces problèmes sont difficiles à résoudre dans un appartement régulier ou standard, mais même si nous résolvions les problèmes de conception, cette personne âgée reste isolée dans son appartement avec beaucoup moins d'interactions sociales. C'est là que l'impact de l'habitat participatif sur la santé entre en jeu, je pense. Les espaces mutualisés en fonction des besoins des habitants
est un facteur vraiment important pour ne pas être isolé, et l'engagement aussi à s'entraider entre les habitants suffit à maintenir les individus physiquement et mentalement en forme. Et si on s'intéresse plus spécifiquement aux résultats de la recherche, est-ce que cette entraide qui s'organise entre voisins, on pourrait dire, entre cohabitants, ça permet de répondre aux objectifs de soins que vous mettez en avant ? Oui, bien sûr. Nous constatons clairement les avantages du voisinage, on peut dire. Pendant la période de la Covid-19, la plupart de nos interviewés ont déclaré de ne pas se sentir isolés ou déprimés dans leur habitat. Donc certains ont même mentionné avoir une vie sociale améliorée pendant la période de Covid-19. Ce qui est assez drôle, mine de rien, sachant que toutes les informations liées aux médias nous disaient l'inverse. Et là, vous exprimez, vous démontrez en fait par cette recherche que des personnes avaient plus de relations sociales dans un moment, dans un temps où chacun était recentré sur son logement individuel. Oui, c'était vraiment touchant pour moi aussi parce que ils ont avoué que c'était un peu difficile de raconter comment ils vivent pendant la période de pandémie aux autres voisins qui n'habitent pas dans un habitat participatif parce que leur vie sociale était vraiment super bien. Ils faisaient du yoga ensemble, ils faisaient des cinémas en plein air, donc ça a passé mieux pour on peut dire. Et là, on aborde la question de la santé mentale, mais quels sont les avantages également sur la santé physique, plus spécifiquement ? Oui. En ce qui concerne la santé physique, je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. L'un vient d'un habitat participatif à Lyon. Dans cet habitat, il y a une personne atteinte de cancer en phase terminale qui souhaite passer ses derniers jours chez lui, mais nécessite des soins palliatifs et est confrontée à des urgences fréquentes. Pour faciliter ce processus, un des voisins professionnels de la santé se joint au groupe de soins palliatifs de la personne malade et offre un soutien concret en cas d'urgence. Donc, en dehors de cela, tous les membres de l'habitat participatif prennent de nombreuses responsabilités pour soulager le conjoint de cette personne qui est malade. Je peux donner un deuxième exemple. Avec plaisir. Si on a le temps. Oui, ça vient aussi d'un autre habitat participatif à Lyon, initié par les seniors cette fois. Dans cet habitat participatif, il y avait un résident que j'ai fait l'entretien avec. Donc, il m'a raconté que sa femme avait une maladie mentale liée à l'âge et le médecin a averti que cette maladie pourrait nécessiter une hospitalisation dans quelques années. Juste à ce moment-là, lui et sa conjointe ont déménagé dans cet habitat participatif. Les réunions régulières de cet habitat, l'interaction quotidienne avec les autres résidents et le processus de la prise de décision ont été bénéfiques pour le patient et le médecin a constaté que la maladie n'avait pas progressé pendant 2 ans. Lorsqu'on leur a demandé ce qui avait changé dans leur vie sociale, dans leur vie quotidienne, ils ont répondu qu'ils ont déménagé dans un habitat participatif. Et le médecin a dit que cette amélioration était due à l'environnement social actif qu'ils avaient trouvé. Donc, s'installer ici leur a donné 2 ans de plus et c'était vraiment touchant. J'imagine. Alors là, on est sur des points très positifs de l'habitat participatif. On a presque l'impression que ça répond à toutes les problématiques de santé, à la fois mentale, physique. Et à l'inverse, j'imagine qu'il y a quand même certaines limitations, qu'il y a peut-être même des contre-exemples à cette prise en soin localisée à l'échelle de l'habitat et du voisinage. Mm-hmm. Ah oui, tu as tout à fait raison, parce que bien sûr, l'habitat participatif n'est pas une solution magique pour tous les problèmes de santé. Je ne trouve pas non plus correct de regarder cela d'un point de vue assez romantique,
Mais dans un autre exemple, les habitants ont raconté avec tristesse comment ils ont d'abord essayé d'intégrer un résident atteint de schizophrénie dans leur habitat, mais qu'ils n'ont pas réussi après un certain temps. Donc, je trouve toujours cet effort très important, mais il faut également reconnaître que l'habitat participatif a ses limites. Et quelles ont été les problématiques auxquelles ils ont été confrontés avec cette personne schizophrène ? Après un moment, il y a eu des problèmes quand même personnels entre eux, donc ils ont appelé son famille et puis cette personne a été hospitalisée. D'accord. C'est ce qui a amené donc au fait qu'ils partent de l'habitat participatif. Ouais, c'est ça. Et au tout début de notre entretien, on évoquait la question du care dans son sens élargi, à la fois avec les enjeux environnementaux de l'Anthropocène auxquels on est confronté. Est-ce que ce lieu de vie peut être un espace de prise de conscience de ces conditions environnementales qui sont mouvantes, qui changent, qui nous emmènent vers une situation d'incertitude ? Je peux dire quelque chose en partant des cas d'études de la France, parce que j'ai fait des études de recherche, des études en France. Dans le cadre de cette recherche, j'ai constaté que la sensibilité environnementale est particulièrement élevée en France dans les habitats participatifs. Notamment, ils ont le désir de vivre en harmonie avec l'environnement. Donc, ça commence par la construction, parce que la phase de construction, parce qu'ils commencent de discuter. Lorsqu'ils créent un groupe, par exemple, ils placent immédiatement les enjeux environnementaux au premier plan, d'utilisation des matériaux de construction écologique, l'attention portée à l'utilisation des eaux usées, et sont vraiment des sujets abordés entre eux. Je dois dire mais de toute façon, il est un peu difficile de construire de manière écologique et de permettre une utilisation d'énergie respectueuse de l'environnement, car cela est malheureusement très très cher. Et ça peut être problématique pour les montages des projets de prendre soin de l'environnement à cause des dimensions économiques pour ces groupes-là ? Oui, c'est ça. Vraiment, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont souffert de ça, donc ils ont laissé tomber quelques problématiques, quelques questions d'environnementaux. Pour le coup, la question des enjeux environnementaux ne se limite pas seulement à la construction. J'imagine que dans la vie quotidienne, ils essayent d'avoir parfois des gestes, des attentions envers l'environnement et le lieu qu'ils habitent, le milieu dans lequel ils vivent. Qu'est-ce que vous pouvez observer de ce côté-là ? Oui, on peut dire que l'importance accordée au jardin, par exemple, les soins apportés, ainsi que la discussion détaillée sur des aspects tels que la taille des arbres et l'idée de planter des plantes qui ne nécessitent pas d'irrigation, par exemple, sont également prises en compte. De plus, l'importance de la nourriture saine est soulignée dans ces habitats participatifs. Ils ont fait des accords avec des coopératives écologiques pour l'achat en gros de produits biologiques et sains. Vous voulez dire que ces personnes achètent leur alimentation en commun, parfois, ou le produisent même en commun pour pouvoir se nourrir ? Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des différences entre la question du soin, du care, entre les différents pays que vous étudiez ? Là, on était plus spécifiquement sur le cas de la France, mais quelles sont les différences dans cette prise en soin du lieu de vie et des autres avec la Suède, avec l'Espagne, avec le Danemark, que vous étudiez également dans le cadre du projet ? Oui, avant tout, je peux dire que réaliser un projet de recherche dans 6 pays différents, même si tous des pays européens, c'est trop difficile à gérer parce qu'il y a des bureaucraties différentes. Et puis, il faut, par exemple, on devrait passer par les commissions d'éthique de chaque pays pour commencer le terrain, la recherche de terrain. Donc, c'était vraiment une phase très difficile pour nous. Et
de l'autre côté, le contexte est très différent. Par exemple, l'histoire du mouvement de l'habitat participatif est différente. Donc, ça nous prend du temps de trouver le bon langage pour aborder les sujets ou faire une comparaison entre les pays. C'était vraiment difficile de le faire. Par exemple, pour une retraite de 10 000 euros, 1000 euros, excusez-moi, pas 10 000 euros. 1000 euros, cela veut dire quoi pour un Français ou pour un Finlandais ou pour un Espagnol? Ça change beaucoup de choses. Donc, on a fait, par exemple, une liste des termes qu'on va utiliser dans les rapports de projet en mettant les équivalents de chaque mot en anglais, etc. Donc, c'était vraiment difficile. Par exemple, comment on peut dire bailleur social en français donc, ou en espagnol, quel est l'équivalent de ce mot? Donc, c'était vraiment difficile. Et c'est la même chose quand on fait une discussion sur le CAR, sur les coopératives. Qu'est-ce que ça veut dire une coopérative pour la Suède, pour la France? Ça change beaucoup de choses et le contenu, même si les mots sont les mêmes comme coopératif, le contenu change vraiment beaucoup. Et une dernière question pour terminer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un mouvement comme celui de l'habitat participatif pour la suite? C'est une bonne question. Je dois penser un petit peu parce que c'est... Mais avant tout, ça nous donne une possibilité de vivre ensemble avec les différentes, groupes sociaux, avec les différences, on peut dire. Donc, c'est une côté. Et une deuxième chose, c'est une vie alternative où on peut mettre nos valeurs dedans. Donc, je trouve ça très important. Et la signification, oui, c'est très très important pour les habitants aussi. Par exemple, quand on leur demande qu'est-ce qu'il signifie pour vous habiter dans un habitat participatif, ils disent que je voulais vivre en dignité, je voulais vivre dans un bon environnement. Donc c'était vraiment important et je trouve aussi que c'est vraiment politique. Effectivement. On arrive à la fin de notre discussion. Je vous remercie, Gizeh Maksoumer. Je rappelle que vous êtes chercheuse au sein du projet Coop, le logement collaboratif en ère de pandémie. Et on pourra tout à fait échanger des questions de guerre encore 2 jours jusqu'à la fin du festival à l'école de l'Anthropocène. Je laisse maintenant la place à Lalka pour leur chronique. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.